Aujourd'hui, je vous parle d'une forme de trauma que l'on croit parfois simple à nommer, parce qu'elle laisse des traces visibles, la violence physique. Dans la lettre au choc obscur, la violence physique apparaît comme un orage qui tombe sans prévenir, transformant la chair en mémoire vivante et le repos en veille permanente. Ici, le langage change, car la poésie ressent dans la chair, la recherche, elle, en décrit les effets sur le stress, le système nerveux et la santé globale. La violence physique ne s'arrête pas au moment du coup. Elle s'inscrit durablement dans le corps et dans le mode de survie qu'il peut construire. Et même lorsqu'elle est visible, elle reste souvent minimisée, comme si les coups ne comptaient qu'au moment où ils tombent, comme si, une fois les bleus effacés, le corps devait lui aussi avoir tourné la page. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le trauma. D'abord, il faut définir les choses clairement. La violence physique désigne l'usage intentionnel de la force physique, pouvant entraîner une blessure, un dommage ou un risque de dommage. Cela comprend les coups, les gifles, les secouements, les brûlures, les étranglements et d'autres gestes de force. Et quand cela se produit dans une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir, il ne s'agit pas seulement d'un geste violent, mais d'une atteinte portée par quelqu'un qui était censé protéger. C'est un point essentiel, parce que le trauma ne vient pas seulement de la douleur, il vient aussi du fait que le danger surgit à l'intérieur même du lien. Et cela change tout. Le corps n'apprend pas seulement à avoir mal, il apprend à anticiper. C'est là qu'intervient ce que l'on appelle le stress toxique. Lorsqu'une violence physique se répète ou s'inscrit dans un climat chronique de menace, le système de réponse au stress peut se dérégler, car il anticipe et participe à la réponse au danger et ne fonctionne plus simplement comme un système d'alerte ponctuel. Il peut rester désorganisé longtemps après. En termes simples, le corps cesse de répondre seulement aux dangers réels. Il commence à se préparer aux dangers possibles. Et cette préparation finit par devenir une manière de vivre. Les travaux récents sur la maltraitance infantile montrent aussi des associations avec des modifications de structures et de réseaux impliqués dans la mémoire, la peur, l'attention à la menace et la régulation émotionnelle. On cite souvent l'hippocampe, l'amygdale et plusieurs zones préfrontales et singulaires. Il faut rester rigoureux. Cela ne veut pas dire qu'il existe un cerveau abîmé de façon simple ou uniforme. Cela veut dire qu'une exposition précoce à la violence peut influencer durablement le développement neurobiologique. Et c'est souvent à partir de là que naît cette sensation si particulière, décrite par beaucoup de survivants. Être toujours un peu en veille, même quand, objectivement, il n'y a rien, même quand la pièce est calme, même quand la menace n'est plus là. Sur le plan psychique, les conséquences les plus documentées sont une augmentation du risque de dépression, d'anxiété, de stress post-traumatique, de symptômes complexes post-traumatiques, de dissociation, de comportements suicidaires et de troubles liés aux substances. Mais il y a quelque chose qu'il faut entendre ici avec beaucoup de précision. Ce qui s'installe n'est pas une faiblesse.
C'est un système de survie. Quand le corps a appris que le danger pouvait tomber sans prévenir, il lit le monde autrement, il anticipe plus vite, il se contracte plus tôt, il récupère moins facilement. La peur ne devient pas seulement une émotion, elle peut devenir un mode de fonctionnement. Et cela peut aussi apparaître dans les comportements. La violence physique ne produit pas seulement de la souffrance intérieure, elle peut passer par l'acte. Chez certains enfants ou adolescents, on observe davantage d'agressivité, d'opposition, d'impulsivité, de conduite de rupture, d'absentéisme scolaire ou de recours plus précoce aux substances. Chez d'autres, c'est l'inverse en apparence. Retrait, inhibition, évitement, auto-sabotage, conduite à risque, utilisée comme tentative de régulation. Là encore, il faut être juste. Il ne s'agit pas de moraliser ces comportements. Il s'agit de comprendre qu'ils correspondent souvent à des adaptations de survie, à des tentatives de décharge, de contrôle ou d'anesthésie face à un système nerveux débordé. La violence physique agit aussi sur le lien. Quand le danger vient d'un adulte censé protéger, le lien lui-même devient ambigu. Il peut réconforter, mais aussi blesser. Et cette ambiguïté ne disparaît pas forcément avec les années. À l'âge adulte, cela peut favoriser un attachement insécure, des difficultés à faire confiance, une hyperlecture du danger dans les relations et un risque accru de revictimisation. Ce mot est important, mais il ne faut pas le comprendre comme une fatalité. Ce n'est pas un destin. C'est une vulnérabilité accrue, pas une condamnation. Le trauma ne s'arrête pas non plus au psychisme. La violence physique dans l'enfance est aussi associée à un moins bon état de santé à long terme. Les grandes synthèses montrent des liens documentés avec certains troubles cardiovasculaires, des douleurs chroniques, des troubles liés aux substances et plus largement une fragilisation de la santé globale. Il faut éviter les raccourcis. On ne peut pas dire proprement qu'elle cause tel ou tel trouble à elle seule, mais on peut dire qu'elle augmente le risque d'un corps plus vulnérable, plus réactif au stress, plus coûteux à habiter. Et c'est là que l'on comprend quelque chose de fondamental. Ce que la violence physique construit souvent, ce n'est pas seulement une blessure, c'est une organisation de survie. Le corps devient sentinelle, il apprend à anticiper, il transforme le repos en veille, l'élan en prudence et la proximité en variable de risque. Ce n'est pas seulement une image poétique, c'est la conséquence logique d'un système nerveux qui a appris que le danger pouvait surgir sans signal fiable, depuis l'intérieur même du lien. Alors oui, les bœufs s'effacent plus vite que certaines consignes internes. Oui, la trace peut devenir invisible tout en restant tenace dans le souffle, les muscles, le sursaut, l'évitement ou la fatigue. Mais il faut aussi parler de l'autre versant. Les mêmes recherches montrent les effets de la maltraitance et rappellent qu'ils ne sont pas irréversibles. Le cerveau garde une plasticité. Le système nerveux peut apprendre autre chose. La réparation relationnelle, les psychothérapies fondées sur le trauma, la sécurité retrouvée et certains appuis corporels peuvent atténuer ces empreintes.
Donc le plus juste n'est ni de minimiser, ni de réduire une personne à ce qu'elle a subi. Le plus juste, c'est de reconnaître que quand le monde a percuté trop tôt, le corps peut continuer longtemps à s'en souvenir. Mais cette mémoire n'est pas toute l'histoire. Elle est certes une empreinte profonde du passé, mais elle ne représente pas la totalité de ce que le vivant peut encore devenir. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez retrouver l'article complet sur Substack. Le lien est en description. À très bientôt.